Hein? Dans 7 jours, ce gueux de Courtot nous donnera 10 sous pour nos 700 kilos de charbon. Ou tout de moins, j'espère. On entend dire de tout Mourvillard que Surnoblat, propriétaire de la forge, serait parti se réfugier en Suisse. Oh, t'en fais donc pas, ma Célestine. On les aura, nos 10 sous. Et si c'est plus le Seigneur et son roi qui nous les donneront, ça sera peut-être bien la Révolution. Maître de forge Courtot, au nom du roi, nous ne pouvons autoriser l'augmentation de votre nombre de feux. Pensez donc à la réduction des surfaces forestières et à la hausse du prix du bois que ceci entraînerait. Non, vraiment, cette requête est tout bonnement inacceptable. Inacceptable. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Inacceptable, le fait qu'un paysan puisse quitter sa terre pour venir travailler le fer avec nous autres. Inacceptable d'user de la rivière pour installer une roue à aube nécessaire à notre usine. Inacceptable de moudre son grain à moindre prix dans un moulin autre que le vôtre. La révolution de Paris est à notre porte, monsieur. Puissions-nous l'offrir à nos enfants, afin qu'ils grandissent dans l'amour de la patrie et du peuple, et qu'ils ne vivent jamais le retour du roi. C'est l'histoire d'une contrée qui longtemps avait été soumise à la tutelle du roi, usant de l'autorisation, de la protection ou du privilège pour entraver la destinée d'un site usinier parmi les plus anciens du pays sungovien. Le seigneur propriétaire de la rivière, de la forêt, figeait l'innovation et le développement, si bien que le monde de la forge ressemblait à ce petit garçon à qui l'on avait interdit de grandir. Mais lui n'avait qu'une seule envie, grandir avec la Révolution et son arbre de la liberté.
La forge de Morvillard comptait 48 ouvriers lorsqu'en 1797, la citoyenne veuve Noblat la proposa à Jean-Baptiste Dominé, marchand de fer à Paris. La confiance que vous m'avez toujours inspirée dans votre commerce de fil de fer m'a fait me souvenir de vous, au moment où, à cause de mon grand âge, je me décide à louer mes usines. Je désirerais qu'elles puissent vous convenir, car il est toujours agréable d'avoir affaire à un aussi galant homme. Madame, je vous en remercie. Je vous présente Jean-Baptiste Mijon. Nos parents sont marchands de fer et marchands de clous à Braux, dans les Ardennes. C'est là que nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier. Eh bien, chère madame, allons voir cette usine et écouter le bruit du martinet. Quelque temps plus tard, alors que le sieur Dominé conservait son activité de vente de fer à Paris, Jean-Baptiste Mijon, âgé de 29 ans, vint s'installer à Morvillard au bon milieu de son usine et de ses ouvriers. Parmi eux se tenaient debout dans l'entrée Auguste et Louis qui attendaient l'arrivée du convoi de charbon. Assis à l'arrière, un jeune homme se précipita au-devant des ouvriers de forge. Pouvez-vous me dire où se trouve le sieur Mijon? Il est là, que lui veux-tu? Sieur Mijon, voilà, nous sommes quelques-uns dans la campagne qui ne trouvons pas notre compte dans le travail de la terre. J'ai entendu dire que la forge demandait force et travail. Eh bien, viens en juger par toi-même. Mais dis-moi, comment te nommes-tu? On m'appelle François le Jeune. Je suis le neveu de Célestine et de Jean-Jacques le Charbonnier. Mon père, François le Vieux, est cultivateur à Méziré. Mais pour moi, la terre... Eh bien, vois-tu, mon ami, de la terre, il nous en faut à nous aussi, n'est-ce pas, Gustave? Gustave est mineron, et avec d'autres, il nous procure avec grand soin le minerai de fer nécessaire à notre ouvrage. Ce minerai, vois-tu, il est prisonnier de cette terre impropre à la culture, qui vient de Chèvremont, Pérouse, Florimont ou d'Europe. Mais viens donc voir à l'intérieur. Le minerai est lavé dans un patouillet pour le débarrasser de sa gangue de terre et de pierrailles. On le concasse dans un bocage et ensuite on va fondre ce minerai dans le houblon.
Dès 1806, Jean-Baptiste Migeon avait demandé d'affecter 600 hectares de forêt au service de son usine de Morvillard. Une véritable armée de forestiers vivait en famille au fond du bois Lachat et de la Truche. Ils y conduisaient leur train de meules du nom de cet amas de charbonnettes recouverte d'herbes et de feuilles. Le bois s'y consumait en air raréfié pendant plusieurs jours. Célestine et Jean-Jacques le charbonnier côtoyaient aussi des chênes plusieurs fois centenaires. L'un d'eux portait un crucifix en métal incrusté dans son écorce. Il était devenu, au fil du temps, le gage d'une vie éternelle et le garant d'une protection terrestre. Aussi, de nombreuses fois, on put éviter qu'il ne fût abattu. Il me semble vous avoir recommandé d'empêcher les habitants riverains de mes forêts d'y envoyer pâturer leurs bestiaux et de défricher mes bois pour s'emparer du terrain. Laissez donc ce chêne veiller sur nous et venez plutôt avec moi dans la forêt de Normand-Villard. Je me propose d'y acquérir 209 hectares. Qu'en penses-tu? Jean-Jacques, approchez, s'il vous plaît. Votre neveu François le Jeune travaille depuis peu à la forge et j'espère en faire un maître dans l'art d'affiner le fer. J'envisage d'autre part la construction d'une halle à charbon à côté de la forge. On m'a rapporté que vous en aviez parlé ce tantôt. Il est vrai, sieur Migeon. Ainsi, cet excellent charbon se trouverait abrité et les chevaux pourraient y être soignés. Eh bien, voilà un projet qui me semble fort intéressant. À bientôt, Jean-Jacques, le charbonnier.
Le 10 septembre 1807, François-Joseph Haas et Pierre de Martinécourt, tous deux maîtres de forge, entraient dans le capital des usines. 4 feux de forge étaient activés 6 jours par semaine. Le four était rempli par le gueulard, cette ouverture par laquelle l'ouvrier déversait des corbeilles de charbon et de minerai. Afin de contrôler leur chargement, ils comptaient leurs corbeilles sur un tableau à billes et annonçait par un coup de cloche au fondeur la fin de chaque charge. Une intense chaleur provoquait parfois des événements des plus inattendus. François le jeune, proche d'en voir. Toi qui es le nouveau venu à la forge, je te fais le pari de verser au sol le contenu de cette bouteille d'eau plus vite qu'il ne m'en faut pour boire la même bouteille de vin. Auguste, je n'y songe pas. La tête va te tourner. Mais je vais bien essayer. Eh ben, mon garçon, tu devras m'apporter dès demain une nouvelle bouteille de vin. Alors que l'activité battait son plein, Jean-Baptiste Migeon reçut en novembre 1810 la visite de Louis-Frédéric Japy de Beaucourt. Bonjour, sieur Japy. Que me vaut cette visite? De quoi vous réjouir, je l'espère. Après le succès de l'expérimentation de mon ingénieuse machine à tirer le fil de fer, je vous en ai cédé le brevet d'invention pour 15 ans, moyennant une somme de 20 000 francs. Votre usine de Grand-Villard produit depuis du fil d'acier, de laiton et de fer, n'est-ce pas? Exact. Les débuts de cette fabrication sont prometteurs. Tenez, voici justement une pleine couronne arrivée ce tantôt. Eh bien, nous avons décidé à Beaucourt de nous lancer dans la production de vis à bois. Mais cette production est à ce jour une exclusivité anglaise et allemande, n'est-ce pas? C'est un fait. Toutefois, je compte employer rapidement 400 personnes à cette nouvelle fabrication. De votre côté, mon cher Jean-Baptiste, pouvez-vous me garantir en quantité et en heure la livraison du fil de fer nécessaire? Eh bien, mon cher Louis-Frédéric, nous allons nous y employer. C'était alors un véritable défi qui débutait pour les ouvriers et les maîtres de forge. Rapidement, on concentra les activités de forge à Morvillard, tandis qu'à Grand-Villard, on abrita l'activité de trifilerie. Mais un autre défi technique attendait Jean-Baptiste Migeon, maîtriser la qualité du fer. Des incidences chez Japy, dues à la mauvaise qualité de ce fer, obligeaient les maîtres de forge à en rechercher jour et nuit la cause.
Un jour qu'il se trouvait seul avec François le Jeune, Jean-Baptiste Migeon réalisa la trouvaille. Mais oui, François le Jeune, le soufflet en bois, c'est lui la cause de tous nos tracas. Lui qui fournit un vent irrégulier lors de l'affinage. Quelques jours plus tard étaient expérimentés des soufflets à piston dont les ventilateurs furent dirigés dans des encaissements en marbre poli. La production de gueuses de fonte s'accéléra. Tout allait de plus en plus vite. Le fondeur inlassablement guidait la coulée de fonte liquide vers des sillons creusés à même le sol. Plus tard, sous les coups répétés des martinets, la fonte prenait la forme de barres de fer que l'on voyait quitter la forge grâce aux voituriers de plus en plus nombreux. Une belle journée de l'année 1807 s'achevait. Le dimanche se retrouvaient au cabaret Auguste, Louis et Jean-Jacques. C'est un bon gars, ton neveu. Mais dis voir, Jean-Jacques, tu pourrais peut-être parler à son père François le Vieux à propos du logement ouvrier. Tous les matins, à 5h30, le voilà qui arrive à pied par tous les temps. Le soir, après 12 heures de travail, il reprend le chemin de l'usine à son village. Louis a raison. Il serait bien mieux avec nous dans l'un de ces logements construits depuis peu. Et je suis certain que Jean-Baptiste Migeon y consentirait.
fois d'accord, il se disait qu'il pourrait peut-être en parler le jour de retrouvailles entre la terre et le feu. Le jour où l'ouvrier et le paysan se rencontreraient à nouveau, le jour de la foire. Non, 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 il n'en est pas question. François le jeune, mon fils, restera dans notre maison. Je ne crois pas du tout à votre vente. Si ceci ne durera pas, et bientôt vous retournerez tous travailler la terre. C'est elle qui nous donne à manger. C'est notre travail à l'usine qui nous fait manger, François le vieux. Ah, 1 franc et 25 centimes par jour, à peine de quoi se payer une miche de pain de 3 kilos. Lorsque François le jeune ne sera plus apprenti, il en recevra le double. Quant au pain, c'est du meunier qu'il faudra s'occuper, car il affame le peuple avec des prix plus élevés que son tas de fumier. Un jour viendra où nos messieurs Dominé et Mijon useront de la rivière pour moudre notre propre grain. Ce que nous espérons, nous, c'est que vos messieurs cesseront plus vite de détourner la rivière de la laine et qu'ils nous rendront l'usage de l'eau pour irriguer nos prés et nos pâtures.
Il nous faudra installer une nouvelle roue à aube très bientôt. Et là, nous pourrons disposer de 2 arbres à cames actionnant de gros marteaux de 100 kilos, frappant peut-être 200 coups à la minute. Et... victoire? Jean-Baptiste, la veille de votre mariage, cessez de vous encombrer l'esprit avec tant de projets. Tout ceci peut attendre. Venez plutôt conter à mon père tout l'amour que vous me portez et combien l'imminence de notre union vous emplit de joie. Âgée de 18 ans, la fille de Jean-Baptiste Dominé vint de Paris offrir la promesse d'une descendance au maître de forge Mijon, âgé de 44 ans. Les usines comptaient alors 150 ouvriers et nombreux sont ceux qui se pressèrent ce jour-là pour participer à cet intense moment de fête. Mesdames, messieurs et chers amis, je vous présente Victoire, ma tendre et chère épouse.
quelques mois plus tard, le 1er juillet 1813. Vous voyez, Jean-Baptiste, mon gendre, le temps est venu pour notre société de bénir une autre alliance. Je vous propose de donner naissance à la société Mijon et Dominet. J'espère beaucoup bon. Et je suis certain ainsi de favoriser les intérêts de ma tendre fille, qui compte beaucoup pour moi. Je vous remercie pour votre confiance. Quant à moi, mon très cher beau-père, je vous annonce que vous allez devenir le plus heureux des grands-pères. Et vous invite à vous préparer à la naissance très prochaine de votre petit-fils ou de votre petite-fille. Le 18 juillet 1813 naquit Laure Mijon, fille de Jean-Baptiste Mijon et de Victoire Dominet. L'année suivante s'annonçait tout autre. La première restauration avait permis le retour du roi Louis XVIII. Un temps exilé sur l'île d'Elbe, Napoléon décida de rejoindre Paris. Débutait alors ce que l'histoire a appelé les 100 jours. Le roi menacé obtenait l'intervention militaire de ses alliés prussiens, anglais, autrichiens et hongrois. Pressentant une invasion imminente, Napoléon promulgua un décret impérial le 22 avril 1815. À peine en avait-il pris connaissance que Jean-Baptiste Mijon écrivait à quelques amis pour les inviter à se retrouver à jour nommé et tous armés dans une forêt voisine de Méziré afin d'y concerter ensemble la levée d'un corps franc. Étonné et heureux de vous voir si nombreux dire votre dévouement à la patrie. Aux portes de la France, des hordes de loups affamés s'apprêtent une nouvelle fois à venir dévorer nos enfants. Demain, il faudra peut-être mourir pour défendre la liberté que nous leur avons promise dès 1789. Sachons combattre et défendre les frontières de notre pays. Vive notre pays et vive l'empereur! Après avoir déterminé les moyens pour accroître leur nombre, ils quittèrent la forêt en bon ordre et traversèrent militairement la ville de Delle. Auguste, Louis et François le Jeune avaient quitté un instant la forge pour suivre comme un seul homme le maître de forge.
passage dans Morvillard, ils furent inquiétés par le regard et les propos moqueurs de celui qui nourrissait à leur encontre une vengeance chaque jour grandissante. François le Vieux. Auguste. Mon épouse, cachez notre argent et prenez soin de vous. Demain viendra peut-être l'envahisseur. Le 12 mai 1815, les rois d'Europe déclaraient la guerre à Napoléon. Après leur victoire à Waterloo le 18 juin, les Autrichiens déferlèrent dans le pays. Quelques jours plus tard, le 1er juillet 1815, le général Scheider, arrivé de Suisse, parvenait avec ses troupes aux usines de Morvillard. Les Autrichiens arrivent! Regardez, monsieur! Elle est là, la malheureuse, la voleuse! Je suis pas une voleuse. Je suis la femme d'Auguste, le chef d'atelier de la forge. Demandez-lui alors ce que contient la ceinture cachée là, sous ses jupons! De l'argent et de l'or, monsieur! Eh bien, maintenant, où est ce gueux de Mijon? Où est ces lâches qui abandonnent ces usines pour s'élever contre le roi? Réponds-toi, je t'ai fait arracher la langue. Eh bien, si les langues ne peuvent se délier, nous allons tout incendier. Monsieur, mon nom est Léon Févet. Je suis propriétaire de l'atelier qui se trouve devant vous. Je vous en prie, tout cet outillage et ce matériel m'appartient. Le détruire aujourd'hui entraînerait ma ruine. Monsieur, je vous en supplie. Très bien, tu as raison. Nous avons assez perdu de temps avec vous. Adieu. 1000 fois merci, monsieur. Merci. Brûlez-moi tout ça!
Outre les bâtiments proprement dits, l'ensemble de l'outillage fut détruit. Les stocks de fer et autres métaux enlevés. La maison d'habitation du maître de forge fut complètement dévastée, ainsi que plusieurs logements d'ouvriers. De plus, les soldats firent main basse sur toute forme potentielle d'alimentation. 3 vaches, 12 cochons, 10 quintaux de carpe, 24 sacs d'avoine, 45 sacs de blé, 15 sacs de farine, 70 hectolitres de vin en tonneaux, 600 bouteilles et cruches diverses de vin, bières et liqueurs. Mon époux, mais qu'y a-t-il donc pour vous mettre dans un tel état? Je ne suis qu'un misérable. Jamais le bon Dieu me le pardonnera. J'ai livré l'endroit où s'est caché Sieur Mission à ce monstre l'Autrichien pour 10 000 francs. Qui l'a dit au diable? Lui et son maudit argent. Mais notre fils est là-bas, avec Sieur Mijon, caché dans la forêt de la Torre. Pour l'amour de Dieu, courez les prévenir. Vous connaissez les sentiers mieux que personne. Je vous en prie, sauvez François le Jeune de la mort certaine qui va à sa rencontre. Allez, courez! Bonheur sur les hauteurs de Bourgogne, nommé la bataille, le corps d'armée fut arrêté par une poignée de corps francs qui avaient été où ils avaient placé 2 misérables canons en fonte qu'on leur avait laissé enlever du fort de Belfort. François le Vieux, pris de remords, parvint à prévenir son fils et Jean-Baptiste Mijon, qui purent alors se sauver avant l'arrivée des Autrichiens. 4 années plus tard, Jean-Baptiste Mijon revenait du château des Tuileries où il avait reçu en 1819 la médaille d'argent du dynamisme industriel de la main même du roi Louis XVIII. La forge avait été rapidement remise en état après la guerre de 1815 et on avait entamé depuis peu la production de clous. Prenez nos enfants Laure et le petit Jules et allez vous reposer de ce trop long voyage. Il me faut partir en forêt, mais je vous promets d'être là bientôt, à nouveau à vos côtés. Décidément, Jean-Baptiste, quelques jours à Paris et déjà des fourmis courent dans vos jambes. J'espère tout au moins que l'amour que vous portez à votre forêt n'envahisse pas trop votre cœur et qu'il laisse une petite place à celui que vous me portiez ce tantôt. Jean-Baptiste Mijon était très attaché à son domaine forestier où il aimait venir chercher le calme nécessaire avant toute décision.
Jean-Jacques le charbonnier. Comment va ton ouvrage? Oh, l'ouvrage ne manque pas. On dit d'ailleurs que vous avez acheté 273 hectares de forêt supplémentaires. Il me plaît à penser que l'ouvrage ne peut aller mieux. C'est vrai. Il ne me plaît point d'être à la merci de la surenchère. Le bois ainsi que le charbon sont nécessaires à ma forge, et à faible prix, de préférence. À ce propos, il est bon que vous en parliez. Je voulais vous demander s'il n'était pas envisagé d'augmenter le prix du sac de charbon. Nous en reparlerons lors de ta prochaine livraison. N'est-ce pas? Quelque temps plus tard, Jean-Baptiste Mijon fut surpris de trouver les ouvriers ayant arrêté leur besogne en plein après-midi. Que se passe-t-il, Auguste? Sieur Mijon, des paysans ont détourné les eaux de la Laine, si bien que la roue à aube ne donne plus assez d'énergie pour nous martiner. François le Vieux, approche. Tu devras aujourd'hui être encore mon secours. Et il lui expliqua qu'il comprenait très bien le besoin du paysan devant irriguer ses terres, mais que toute l'énergie de la rivière était nécessaire à son industrie. Jean-Baptiste Mijon lui fit part ensuite de sa volonté de voir disparaître le préjugé qui continuait alors à se maintenir en faveur des jachères. Venez voir, mes amis. Voici de quoi faciliter votre tâche. Ici, aux forges de Morvillard, nous avons inventé et construit ces charrues, semoirs et autres rouleaux. Avec ceci, vous pourrez demain pratiquer l'assolement. Et je vous y encouragerai vivement. L'avenir de nos campagnes, c'est la culture alternée. Quant à la rivière, venez en parler à l'intérieur. Ceci vaudra mieux qu'un long et coûteux procès. Oh, c'est bien la peine de me regarder comme ça, Jeannette. Toi, tu ne bois que quand t'as soif, bien sûr, puisque tu ne bois que de l'eau. « 1822 était venu dans la tristesse rappeler que la mort devait séparer ceux qui, toute leur vie, se sont aimés. Jean-Baptiste Dominet meurt en effet à son domicile parisien
dans sa 70e année. La même année, des conspirateurs avaient projeté de soulever les garnisons de Belfort et Neuf-Brisach pour s'emparer de Colmar et d'y établir un gouvernement libéral provisoire. Dans une auberge, Juvénal Viellard, âgé de tout juste 19 ans, prenait part aux discussions. Il s'agissait d'une conspiration contre l'autorité du roi. Les conspirateurs ont été trahis et arrêtés? Mais comment se nomme-t-il? Il y avait François-Joseph Tellier, Jean Guinan, Antoine Payès et César Dublard, je crois. On dit qu'ils seront condamnés à une peine de 5 années d'emprisonnement et 500 francs d'amende chacun. Certes, mais le plus grave est l'emprisonnement du colonel Caron. Il a été trompé par 3 de ses sergents, alors qu'il projetait de délivrer ses prisonniers le jour d'une insurrection. C'est la mort que l'on doit destiner à tous ceux qui ont attenté au maintien et à la tranquillité du gouvernement légitime du roi. Aimes-tu à ce point le roi et le gouvernement d'aujourd'hui? Que le colonel soit châtié pour ce crime. Qu'on lui brûle la cervelle. S'il doit mourir, c'est pour le crime d'avoir défendu une cause sainte, l'indépendance de son pays. Il a su accomplir les plus grandes campagnes de la Révolution et de l'Empire. Et il porte la croix d'officier de la Légion d'honneur. Vive la France! Vive l'empereur! Vive la liberté! Vive le colonel Caron! Vive le roi! Et mort aux conspirateurs de Belfort! Après un simulacre de justice et une condamnation à mort prononcée, le colonel Caron fut prévenu le 1er octobre 1822 qu'il allait être exécuté. On lui accorda alors d'écrire ces quelques lignes à sa femme. C'est aujourd'hui, ma bien-aimée, que ton mari te quitte pour ne te revoir que dans l'éternité. Oh, ma bien-aimée, que cette séparation est cruelle pour mon cœur. Et bien soit de notre pauvre Alfred. Ménage-toi pour lui. Ne t'abandonne pas au désespoir. Il a encore besoin de tes tendres soins. Pour moi, ce soir, je ne pourrai plus lui être d'aucune utilité. J'emporte avec moi, au tombeau, les 2 derniers billets. Ils seront sur mon cœur. Adieu, ma chère amie. Je t'embrasse de toute mon âme, ainsi que notre mère. Épargnez-moi, je vous prie, c'est injure. Je peux voir arriver la mort. Je l'ai maintes fois regardée en face et ne la crains point. Quant à m'agenouiller, je m'y refuse. Je veux mourir debout, la tête haute, comme j'ai toujours vécu. Mes enfants, écoutez-moi. Voici 2 cicatrices. L'une est ancienne. Elle provient d'un coup de sabre reçu à l'ennemi. L'autre est récente. C'est la trace d'une blessure que me fit le talon de botte d'un sous-officier français. Ne prenez pas ces 2 marques comme point de mire. Laissez la tête.
Visez au cœur. Je vais commander le feu. Attention. Feu! Vive la liberté! Dans tout le pays, pas moins de 9 complots militaires furent déjoués durant l'année 1822. Après la mort de Louis XVIII, le 16 septembre 1824, l'autorité royale était entre les mains de Charles X. Ce roi imposa une politique et des lois rapidement repoussées par une opposition grandissante qui s'était constituée sous l'égide de la société « Aide-toi, le ciel t'aidera », inspirée par Guizot. Jean-Baptiste Migeon faisait partie de cette opposition. Il avait été élu le 24 novembre 1827 député du Grand Collège du Haut-Rhin dont faisait alors partie Morvillard. Mais un tout autre sujet de tourment allait retenir toute son énergie. François le Jeune, approchez, je vous prie. Voici une bien triste nouvelle pour notre usine. Sieur Japy vient de trouver un autre fournisseur de fil de fer. Il est temps pour nous de songer à cette expérience que nous avions tentée, souvenez-vous, il y a quelque temps. La machine a frappé. Mais, monsieur... Tout juste. Un nouvel élan doit naître dans notre industrie. Si Sieur Japy ne veut plus de notre fil de fer, eh bien, soit. Nous allons en faire usage nous-mêmes. Regardez, mes amis. Voici ce que demain nous fabriquerons ensemble dans nos usines. Des vis à bois, têtes plates, rondes ou carrées, des gonds, rivets et crochets d'armoire. Venez, approchez. Voyez ce que demain nous apportera comme progrès. Voici, mesdames et messieurs, après le clos, fabriquons très bientôt la vis à bois. Le 7 décembre 1827, Jean-Baptiste Migeon devint propriétaire d'un brevet pour une machine propre à frapper à chaud les têtes de toute forme de vis à bois faite avec du fil métallique de tous les numéros. Dès 1828, le maître de forge débutait la même fabrication de visserie que l'usine de Beaucourt. Quelque temps plus tard, cette nouvelle activité attira la curiosité de Juvénal Viellard. Cet homme actif et entreprenant, fort doué pour les affaires, dirigeait du haut de ses 24 ans la forge de Belfort.
Sieur Viellard, soyez le bienvenu dans mon usine de Morville. Cher Jean-Baptiste, j'ai entendu que le bruit du martinet ne suffisait plus à votre génie. Eh bien, oui, mon ami. Je me suis lancé depuis peu dans la vis à bois. Et que Dieu protège cette nouvelle fabrication. Il est vrai qu'il ne faut rien attendre de bon de notre gouvernement. Avez-vous lu le journal des débats? Comblanc, Waterloo, 1815. Pressé, tordez ce ministère. Il n'en dégoûte qu'humiliation, malheurs et dangers. Et nous en avions déjà parlé lors de la préparation des élections que j'ai remportées avec votre soutien. Mon cher Juvénal, je m'apprête à voter l'adresse des 221 contre le ministère de Polignac. Car les Français doivent intervenir dans la délibération des intérêts publics. La politique des ministres n'est pas le vœu de la nation. Grâce à une active campagne de presse, le nombre des députés de l'opposition passait de 221 à 274. L'insurrection parisienne des 27, 28 et 29 juillet 1830, appelée les Trois Glorieuses, faisait tomber Charles X. Louis-Philippe fut couronné au Parlement car, comme l'écrivait Thiers, puisqu'il ne manque au régime constitutionnel qu'un roi qui s'y résigne, gardons le régime et changeons de roi. C'était l'histoire d'un nouveau roi, acteur de la Révolution de 1789, qui fait naître avec la Chambre des députés les fondements de l'école primaire, grâce à la loi du dénommé Guizot, celui-là même qui avait créé la formule « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Enfin, le petit garçon à qui l'on avait si longtemps interdit de grandir pouvait réaliser son envie de vivre avec la Révolution et son arbre de la liberté, avec son drapeau bleu pour la liberté, blanc pour le roi et rouge pour le peuple. Toutes les communes propriétaires d'une maison-école, de même qu'elles le sont d'une église. Des affinités politiques conjuguées aux intérêts industriels rapprochèrent davantage Jean-Baptiste Migeon et Juvénal Viellard. Le 14 août 1833, Juvénal Viellard avait procédé à la vente aux enchères de sa forge de Belfort.
mon cher Juvénal. Voici donc ce fameux outillage. Voici en effet ce que votre modeste associé a pensé vital de conserver. Grand Dieu! Vous avez l'art de me surprendre, Juvénal. François le Jeune, occupez-vous de décharger ce convoi. Et nous, Juvénal, entrons un instant. Voici un ouvrier qui prétend venir de Berne et avoir le tournage de Boulon et de Rivet. Bonjour, mon ami. Eh bien, que viens-tu chercher à Morvillard? Voilà, je me suis décidé à quitter les Japis. Je pensais que vous pourriez peut-être m'employer. Mon épouse est taraudeuse et 2 de mes enfants sont au pendage. J'ai là mon carnet bien en règle. Eh bien, si tu connais le métier aussi bien que tu le prétends, il y aura de l'ouvrage pour toi. Jules, mon fils, tâche qu'il commence seul ce matin même. Un premier essai. On saura dans peu de jours s'il convient. Voilà, père, nous vous attendons à l'intérieur. La table y sera sous peu dressée. Mon incorrigible petite fille. Ah, vous avez grandi. Je vous présente Juvénal Viellard. Enchanté de faire votre connaissance. Le 20 décembre 1835, Jean-Baptiste Mijon, maire de Méziré, unissait sa fille Laure, âgée de 22 ans, à son ami Juvénal Viellard, âgé de 32 ans. Vive les mariés! Vive les mariés!
Le maître de forge, Jean-Baptiste Mijon, mourut à Paris le 28 décembre 1845. Désormais, son gendre, Juvénal Viellard, devenait l'héritier d'un des plus importants patrimoines industriels et forestiers de la contrée. Commençait alors une ère de pleine expansion pour les usines de Morvillard, Grandvillard et Méziré. Une ère où Juvénal Viellard allait donner une dimension nouvelle à son industrie tournée vers l'homme, l'innovation et le progrès. Mais ceci est une autre histoire. Mesdames, Messieurs, 80 figurants qui pendant 2 mois ont répété sur ce site tous les dimanches soirs. Des hommes, des femmes, de 2 ans pour le plus petit, 70 ans, je crois, pour le plus ancien. On peut beaucoup les applaudir parce qu'ils se faisaient beaucoup de soucis jusqu'à ce soir, et ce soir, c'est la plus belle. Merci. Toutes les couturières qui ont réalisé tous les costumes que vous avez sous les yeux sont parmi les dames qui sont là. On peut les applaudir parce qu'il y a du beau travail. Toutes bénévoles, bien sûr. Pour les décors, les bénévoles, les hommes, ils sont aussi parmi les figurants. Et il y a l'entreprise Pierre Chevalier pour la charpente, il y a l'entreprise Ulzas et l'entreprise Pierre-Jean Zabé pour la menuiserie, et il nous fallait des professionnels pour réaliser ça. Merci à eux, merci aux bénévoles. Derrière moi, là-bas, au pied du château, on peut remercier ces gens formidables qui font venir des animaux, des chevaux, et la famille Goffinet, Claude qui est juste là, et toute sa famille, Vincent Jean-Baptiste Mijon sur son cheval. Croyez-moi, c'est pas facile quand il pleut, et au milieu de tous ces décors, au milieu de tous ces éclairages, ces fils électriques. Merci à Daniel Thomas, avec ses chiens formidables, ses moutons et ses oies. J'ai appelé déjà les effets spéciaux. Ce sont 3 bénévoles de l'association qui ont fait partir tout ce que vous avez vu dans le ciel, qui ont même mis le feu au château et à la forge. Il y a José qui est là, qui va venir me rejoindre. Le colonel Caron, il est là. Bravo José. Il y a Laurent, son collègue Laurent. Et il y a Cyril, qui était avec nous à la régie là-haut. Tout est parti avec un petit automate. Quand on regarde, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, mais ça prend du temps quand même. Il y a aussi des gens qui font le son qui a été très très bon ce soir et qui nous fait découvrir ces voix formidables des acteurs du Théâtre du Pilier, ces voix du conteur et ces superbes musiques. Le son, c'est Jean-Claude, bénévole de l'association, et Didier Philibert de la société SPS à Belfort. Bravo le son. Mais pour un son et lumière, il faut aussi de la superbe lumière. Il y en avait de toutes les couleurs. Il y avait
2 personnes de lumière. Il y avait Gérard Pascal de la société SPL à Belfort, qui est là, et Yves Roux, qui était dans le château. J'ai oublié personne? Non. Si. Il en a oublié un. La musique. Gérard Moll. C'est lui qui a choisi toutes les musiques. Il est là aussi. Puis celui qui l'a pas oublié, mais il est trop modeste pour se présenter lui-même, c'est Patrice, qui est réalisateur, qui a écrit ce spectacle et qui est scénariste. C'est lui qui nous a fait répéter pendant 2 mois. On peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Ne nous quittez pas trop vite. Venez rencontrer tous les figurants qui sont là, qui n'ont pas vu ce que vous avez vu ce soir. Faites-leur partager un petit peu du moment de bonheur que vous venez de passer avec nous et parler de ce spectacle autour de vous. Nous jouons encore demain soir. Merci beaucoup pour vos applaudissements.